Salam alaikum. Donc après avoir entamé tout ce qui est rappel physiologique, sémiologique et sur le rumen et le réticulorumen en général, maintenant on va entamer les pathologies proprement dites. Donc la première pathologie, c'est ce qu'on appelle l'indigestion. L'indigestion, c'est quoi? Elle est définie comme étant le dysfonctionnement du réticulorumen. Dysfonctionnement du réticulorumen. Et vous savez pourquoi on a associé le rumen avec le réseau. Parce que généralement, ils ont les mêmes contractions, les mêmes rôles, les mêmes liquides et ainsi de suite. Donc c'est pour cette raison qu'on parle de réticulorumen. Réticulum, ça veut dire réseau. Rumen, c'est le réseau. Alors quels sont les signes cliniques qui peuvent accompagner cette indigestion? Les signes classiques sont l'inappétence. Donc l'inappétence, elle peut évoluer vers l'anorexie. Donc l'inappétence, c'est une diminution de l'appétabilité. L'anorexie, c'est une arrêt total de la prise alimentaire. Donc l'inappétence est parmi les premiers signes de cette indigestion. Nous avons aussi la motilité réticuloruménale qui est diminuée. Donc lors de l'indigestion, nous avons la motilité du réticulorumen qui est diminuée. On avait vu dans les rappels physiologiques que grâce à l'auscultation au niveau du flanc, creux du flanc gauche, qu'on pouvait donc reconnaître si le rumen fonctionnait grâce aux crépitations et au sang donc, de chasse d'eau. D'accord? Et troisième signe qui est très important lors des indigestions, c'est les fécès anormales. Les fécès anormales, ça veut dire les matières fécales qui sont soit de petites quantités, soit qui sont anormales, qui contiennent une fraction déshydratée, une fraction déshydratée avec une fraction hydrique et ainsi de suite. Ça veut dire que l'aspect normal des fécès devient anormal lors d'indigestion. Donc, ce sont les trois signes majeurs qui peuvent nous orienter vers cette indigestion. D'accord? Alors, il faut savoir que ces indigestions sont classées. Donc, il y a une classification de ces indigestions. Alors, on parle d'indigestion primaire. Indigestion primaire. Lorsque le réticulorumen est affecté directement, ça veut dire que c'est une pathologie qui va toucher directement le réticulorumen. D'accord? On va parler d'indigestion primaire. Dans les indigestions primaires, nous avons une sous-classification. Les indigestions primaires, c'est quand le réticulorumen affecté directement, d'accord, qui trace le rumen ou le réseau d'une façon directe. Alors d'une façon directe, vous savez, le réticulorumen, soit il est formé par quoi? Par la structure, ça veut dire la paroi, soit le contenu. Et c'est pour cette raison qu'on a une sous-classification dans les indigestions primaires. On va parler de désordre moteur de la paroi. Ça veut dire كامل المشاكل اللي يصراو la paroi du rumen ou la paroi du réseau. D'accord? On va parler d'indigestion moteur, d'indigestion primaire moteur. Donc, l'indigestion primaire moteur. L'indigestion primaire, c'est l'affection du réticulorumen d'une façon directe. Et moteur, c'est la paroi qui est touchée dans ce cas. Alors, quelle est
quels sont les désordres qui peuvent toucher la paroi directement, hein, et causer une indigestion moteur. Une indigestion moteur. Nous avons, à la balcom kamel, le premier, c'est la fameuse RPT, qui est la réticulo-péritonite traumatique. هذه أول pathologie susceptible d'entraîner un trouble moteur primaire. Moteur primaire. Hein? On va le voir lorsqu'on va aborder la réticulo-péritonite traumatique en détail, qui fâche le corps étranger, il est capable d'entraîner cette indigestion qui est le dysfonctionnement réticulo-rumen. Deuxièmement, c'est les météorisations spumeuses et gazeuses. Les météorisations spumeuses et gazeuses. Spumeuses et gazeuses. Toujours, c'est un désordre d'origine moteur. D'origine moteur. D'origine moteur. Autre pathologie susceptible d'entraîner une indigestion primaire moteur, c'est la réticulite. La réticulite, ça veut dire c'est l'inflammation de la paroi du réseau. Hein? À ne pas confondre avec la réticulo-péritonite traumatique. Là, c'est la réticulite, c'est l'inflammation uniquement. Et on va voir que certains corps qui ne sont pas vulnérants, qui ne sont pas acérés, qui ne sont pas madriens, métalliques, donc ils peuvent irriter la surface donc, de la muqueuse réticulaire et ils peuvent entraîner une réticulite simple. Nous avons aussi les ruminites. C'est l'inflammation de la paroi ruménale. D'accord? La ruminite. Hein? La ruminite. La parakératose ruménale, ça c'est des pathologies qu'on va voir lorsqu'on va aborder les problèmes d'acidose. La parakératose, c'est la kératinisation précoce des papilles ruménales et donc ce qui va donner une atonie ou une hypomotilité du rumen grâce à cette parakératose. Nous avons aussi l'indigestion vagale qu'on va appeler syndrome de Uflund. Hein? Syndrome de Uflund, l'ismoha aussi l'indigestion vagale. Et on va voir que par la suite, ce n'est pas uniquement une indigestion vagale, mais c'est des problèmes d'orifice et de parois. D'accord? Nous avons aussi l'obstruction du cardia. Et vous savez le rôle du cardia dans les phénomènes d'éructation. Donc l'obstruction du cardia va nous donner automatiquement des problèmes de météorisation gazeuse ou spumeuse qui vont nous donner automatiquement une diminution d'hypomotilité ou une indigestion d'origine mécanique. Nous avons aussi l'obstruction de l'orifice réticulo-omasal. Hein? Je fais toile le réticulo-omasal, c'est entre le réticulum et l'omasome. Ça veut dire entre le réseau et le feuillet. Entre le réseau et le feuillet. Des fois, nous avons une obstruction de l'orifice, soit d'origine nerveuse, soit d'origine mécanique. Et là, il va donner aussi un problème d'indigestion moteur. Et nous avons aussi les hernies diaphragmatiques. Les hernies diaphragmatiques, une rupture au niveau du diaphragme, avec une sortie d'une partie du réseau au niveau de la cavité thoracique. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un phénomène de compression au niveau de l'anneau herniaire. L'anneau herniaire, donc, là, cette compression, elle va gêner le mécanisme de contraction et par la suite, nous allons avoir un arrêt de cette contraction. Donc, voilà, grosso modo, quelles sont les pathologies, les grandes pathologies primaires. Hein? Vous voyez que c'est toujours l'organe qui est touché. L'organe qui est touché. Et là, c'est l'organe structurellement. Ça veut dire c'est sa paroi qui est touchée. D'accord? Deuxième type, toujours dans les indigestions primaires, non pas maintenant moteurs, mais microbiennes ou les désordres fermentaires. Ismouha aussi, l'indigestion biochimique.
les indigestions biochimiques. Donc, on a les indigestions moteurs ou on a les indigestions biochimiques ou bien les indigestions fermentaires, biochimiques, microbiennes, donc des désordres microbiennes ou biochimiques. Là, ce n'est plus la structure de l'organe qui va être touchée, mais c'est son contenu. Ça veut dire la microflore, le jus et ainsi de suite. D'accord? Réticulo-rumen. Là, qu'est-ce qu'on aura? On aura des pathologies qu'on va essayer de voir par la suite lorsqu'on va aborder chaque pathologie wahda. Donc nous avons l'impaction du rumen. L'impaction du rumen suite à l'utilisation d'un mauvais fourrage. Mauvais fourrage. L'impaction du rumen, ça veut dire c'est la mort de la microflore. La mort de la microflore. Nous avons aussi l'indigestion simple. On va les voir, ne vous inquiétez pas. Nous avons l'acidose lactique aiguë. C'est l'insmouha. On va l'appeler l'acidose lactique aiguë du rumen, la LAR. Et l'acidose chronique. Ismouha aussi l'acidose subaiguë. D'accord? L'anglais, ismouha la SARA. Subacute ruminal acidosis. Subacute ruminal acidosis. Donc, je fais عليهم la LAR et SARA. La LAR, SARA. En français, c'est la LARSA. L'acidose ruminale subaiguë. L'acidose ruminale subaiguë. D'accord? La LAR et l'ARSA. La LAR et l'ARSA. Ou bien SARA en anglais. D'accord? Nous avons aussi comme pathologie biochimique l'alcalose ruménale. L'alcalose ruménale. L'alcalose ruménale et la putréfaction du rumen. La putréfaction du rumen. Ce sont des pathologies qui vont toucher non la structure ou la paroi, mais ils vont toucher le contenu du réticulo-rumen. Ça veut dire c'est des troubles biochimiques. C'est des troubles biochimiques. Deuxième grande pathologie, c'est les indigestions secondaires. Donc, surtout les indigestions primaires. Vous pouvez faire un petit diagramme, pardon. On va le faire. Je vais vous aider pour un petit peu récapituler ces phénomènes d'indigestion. Donc, les indigestions secondaires. Les indigestions secondaires, ce n'est pas l'organe lui-même qui est touché, mais l'indigestion de l'organe, elle est secondaire à une autre pathologie. Elle est fréquente chez les bovins. Chez les bovins, une simple fièvre, une augmentation de la température centrale est suivie automatiquement par un arrêt ou une indigestion. Toujours. C'est pour cette raison que les cliniques, les interventions TANA, généralement, c'est la pathologie la plus fréquente sur laquelle on intervient. Où là, l'éleveur nous appelle. Directement, elle ne mange pas, elle n'éructe pas, la rumination, elle ne fait pas de rumination. Donc, automatiquement, c'est c'est les pathologies les plus fréquentes sur lesquelles on est appelé à intervenir chez les bovins. D'accord? Chez les bovins. Et là, c'est ce qu'on va appeler les indigestions secondaires, qui sont des séquelles de problèmes systémiques ou de l'atteinte d'autres organes, d'autres organes. Généralement, le problème podal peut donner, avec de la douleur, il peut donner une indigestion secondaire. La fièvre, le déplacement de la caillette, l'acidose métabolique, tout ce qui est extra-digestif et qui va être qui va toucher indirectement le digestif. Donc il faut faire très attention, ya jama'a. L'examen clinique, il est très très important dans ces cas. D'accord? L'examen clinique, il est très important dans ces cas. Ça veut dire que
Mais si à chaque fois on vous appelle pour un problème digestif, que c'est le problème digestif qui a entraîné la pathologie. Il faut faire très attention parce que nous avons ce qu'on appelle les indigestions secondaires. Hein. Vous pouvez avoir un problème systémique ou l'atteinte d'autres organes avec une répercussion sur le digestif. Et là, vous allez traiter le digestif et vous n'allez pas traiter l'étiologie primaire, l'étiologie la plus importante. D'accord? La plus importante. Donc, essayons de voir maintenant en plus de détails, les troubles fonction motrice. Ça veut dire quelles sont les étiologies des troubles de la fonction motrice au niveau du RR. Hein? Les indigestions primaires moteurs. Les indigestions primaires moteurs. La première pathologie la plus importante dans cette catégorie, c'est la réticulite et réticulopéritonite traumatique. La réticulopéritonite traumatique. D'accord? Réticulite et réticulopéritonite traumatique. Alors, c'est quoi la RPT, la fameuse RPT? C'est la RPT. C'est la ruminite simple. La ruminite simple. Alors, c'est une affection due à la présence d'un corps étranger dans la paroi du réseau. Généralement, un des éleveurs, il parle de silk ou le silène. D'accord? Il dit qu'il y a clette silk ou la clette silène. Hein? Silène, c'est l'Est, ils utilisent le terme de silène. Hein? Silène, ça veut dire c'est un morceau de fer. Généralement, les morceaux de fer, ils disent les bottes de foin. Parce que les bottes de foin, généralement, surtout avec l'utilisation du bottelage, nous avons des morceaux de fer qui sont à l'intérieur de la botte de foin. D'accord? Donc, c'est une affection due à la présence d'un corps étranger dans la paroi du réseau. Et là, j'attire votre attention. C'est un corps étranger dans la paroi et non pas dans la lumière. On n'a pas dit dans la lumière du réseau. On a dit dans la paroi du réseau. Et on va voir par la suite que pour avoir un effet RPT, le corps étranger doit pénétrer à l'intérieur de la paroi. Donc c'est faux. On a trouvé un morceau de fer au niveau du réseau, au niveau du rumen. Hein? Donc pour parler de RPT ou de réticulopéritonite traumatique ou il faut que le corps étranger pénètre la paroi du réseau. Hein? C'est une condition sine qua non. Lazem, que le silène hadak ou le silk et qisse la paroi et la perfore, la pénètre. D'accord? Alors, c'est une pathologie très répandue chez les bovins car ils ont une préhension non sélective des aliments. Et donc, à la prise alimentaire avec la langue, elle peut, dans des cas, prendre le corps étranger et l'ingérer, sans faire attention. Ce n'est pas le cas, par exemple, des petits ruminants. Hein? Les petits ruminants, au niveau de la lèvre supérieure, une petite échancrure qui peut détecter les corps étrangers et la prise alimentaire n'est pas la même. La prise alimentaire chez les petits ruminants, elle se fait, c'est une préhension labiale et non pas linguale. D'accord? Non pas linguale. C'est pour cette raison que cette pathologie, elle est plus fréquente chez les bovins que chez les ovins ou caprins. L'incidence annuelle des RPT dans une exploitation est de 1 à 5%. De 1 à 5%. Généralement, c'est un petit peu plus, hein, vu les conditions d'élevage terna. Des études ont démontré qu'elle avoisinait les 8 à 10%. Donc vous voyez que c'est pratiquement le double.
Pourquoi? Parce qu'on utilise beaucoup de bots, avec le silène, on les utilise beaucoup. Les éleveurs taouana, ils n'ont pas la notion de bien voir au niveau donc de l'alimentation, au niveau des bottes de foin. C'est plus que de 1 à 5%, c'est de 8 à 10% de RPT. L'incidence annuelle au niveau des exploitations. C'est une pathologie qui entraîne des pertes économiques, donc chute de lait, réforme due à l'amaigrissement. Des réformes dues à l'amaigrissement. Donc c'est des pertes économiques, que ce soit des chutes de lait ou bien des réformes qui sont précoces. Imaginons que c'est une vache de deuxième, troisième lactation avec le pic de production où l'éleveur هذاك هو الوقت اللي باش يستفاد من البقرة تاعو il la réforme. Et la réforme, généralement, c'est des pathologies qui sont suivies par, généralement, je le dis bien, par une saisie totale au niveau des abattoirs, par des viandes surmenées, par des viandes septicémiques et ainsi de suite. Parce qu'il y a un phénomène de putréfaction qui va s'installer. Et donc, que ce soit la chute de lait ou la réforme due à l'amaigrissement, c'est des pertes économiques. D'accord? C'est des pertes économiques. Quelles sont les complications qui peuvent se surrajouter à cette réticulopéritonite? Nous avons donc la péritonite, la péricardite ou la pneumonie par corps étranger. Et là, ça dépendra de l'orientation, de la migration du corps étranger. S'il migre vers le bas, c'est plutôt une péritonite. S'il migre vers l'avant, c'est plutôt une péricardite. S'il migre vers la droite, c'est plutôt une pneumonie ou une périhépatite. Une périhépatite. Donc, ce sont des complications qui peuvent s'ajouter au problème de réticulopéricardite, péritonite traumatique. Alors, ce que je viens de vous dire, il faut savoir que tous les corps étrangers n'entraînent pas une RPT. Là, je crois que le corps est là. Donc, les des conditions bien précises de ce corps étranger pour avoir une RPT, une réticulopéritonite traumatique. D'accord? Ok? Alors, les corps étrangers métalliques qui ne peuvent pas être dégradés par l'estomac sont plus fréquemment responsables de RPT. Donc, ce sont surtout les corps métalliques. Les corps métalliques. Allège les corps métalliques parce que les corps métalliques ne peuvent pas être dégradés par l'estomac. L'estomac, c'est le rumen. L'estomac, c'est le rumen. Donc, les corps étrangers métalliques qui sont responsables par à 99,99% des problèmes de réticulopéritonite traumatique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dégradés par l'estomac et ils sont plus fréquemment responsables de cette RPT. D'accord? Donc, on revient comme définition, c'est quoi? C'est la perforation de la paroi du réseau par un corps étranger acéré. C'est la première condition. Alors, acéré, ou شنو acéré? Acéré, معناتها ماضي. Madi. D'accord? Acéré, ça veut dire madi. Hein? وعلاش ماضي؟ ماضي contigu لازم يكون pointé ou madi. Pointé ou madi. Pour pénétrer à l'intérieur de la paroi ruménale. D'accord? Donc la perforation de la paroi du réseau par un corps étranger acéré. D'accord? Acéré. Hein? Qui va entraîner des troubles de la motricité des estomacs. Et là, on a parlé de troubles moteurs, donc motricité de l'estomac, par atteinte de la paroi elle-même, hein, primaire. Hein. Alors, les signes d'indigestion apparaissent brutalement. C'est ce qui caractérise la RPT. Ça veut dire que une vache peut, la veille, elle était en train de manger, en train de bosser, il n'y a pas, tac,
Le lendemain, c'est arrêt, indigestion et les signes d'indigestion qui apparaissent brutalement. Ça, c'est un facteur très très important qui peut nous aider dans le diagnostic de la RPT. D'accord? Nous avons aussi l'installation de signes généraux tels que l'anorexie. L'anorexie, c'est l'arrêt total de la prise alimentaire. Ça dépendra de la gravité de la pénétration. Ça pouvait varier d'une inappétence vers une anorexie totale. Nous avons aussi une légère hyperthermie due à l'infection. Automatiquement, si le corps étranger pénètre au niveau de la paroi abdominale, du réseau, il emmène avec lui toute la flore du rumen, et on avait dit que le réseau était de structure, le liquide du réseau, il était pratiquement le même que le sac ventral du rumen. Et donc, ça veut dire qu'il contient de la microflore, il contient des bactéries qui peuvent donc pulluler et peuvent s'accroître au niveau de cette plaie, au niveau de cette échancrure de pénétration et donner un problème infectieux. Ce qui explique la légère hyperthermie qui est de 39,5, 39,8. C'est rarement on retrouve une température au-delà de 39,6, 39,7. Elle n'arrive généralement, elle n'arrive pas vers 40 ou bien elle dépasse les 40. D'accord? Nous avons aussi comme signe très très important aussi, nous avons la douleur. Pardon, nous avons la douleur en région xiphoïdienne. Et on va voir par la suite comment détecter cette douleur en région xiphoïdienne. Région xiphoïdienne. Nous avons aussi l'inflammation de la paroi réticulaire et de son revêtement péritonéal. C'est pour cette raison qu'on associe toujours réticulite, péritonite. Réticulite, péritonite. Donc, la paroi réticulaire et son revêtement péritonéal. Qui sont touchés par cette inflammation. Maintenant, en ce qui concerne l'étiologie. Alors, nous avons des causes déterminantes et nous avons des causes déclenchantes. Des causes déterminantes qui déterminent donc le phénomène. Donc, première cause, c'est la présence d'un corps étranger. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce corps étranger? Il doit être dense pour persister dans le réseau. Dense, ou il a une certaine densité. Donc, il n'est pas attaqué par la microflore, il n'est pas dégradé par l'acidité du rumen réseau. C'est un corps qui peut persister à l'intérieur du réseau. Il y a la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il doit être pointu à une extrémité. D'accord? Ça, c'est une condition très très importante. Ça veut dire que le corps étranger, il doit être acéré d'un seul côté et non pas dans les deux. Pourquoi? Je m'explique. Alors, imaginons que c'est la paroi du réseau. D'accord? La paroi du réseau. On va voir par la suite que les contractions du réseau sont tellement violentes, surtout la deuxième contraction. Donc, si vous avez un corps étranger pointu dans les deux côtés, qu'est-ce qu'il va faire?
lorsque le réseau va se contracter, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura pénétration. Donc, si le réseau se contracte, on aura ça et ça. Parce que s'il se contracte le réseau, la lumière va disparaître. C'est ce qu'on appelle la deuxième contraction. C'est la contraction la plus importante et qui est susceptible d'entraîner la pénétration du corps étranger. S'il est acéré des deux côtés, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il n'y a pas de force de pénétration des deux côtés. Et là, lorsque le réseau va retourner vers sa position normale, le corps étranger va disparaître et donc va relâcher cette paroi. C'est ce qu'on appelle les réticulopéritonites traumatiques frustres ou bien les réticulites frustres. Ça veut dire que quand le réseau se contracte, il y a une pénétration, mais lorsqu'il se relâche, il y a une migration de ce corps étranger à l'intérieur de la lumière. Donc c'est très important. Il faut que le corps étranger soit acéré d'un seul côté. On refait, imaginons que c'est le réseau, la paroi du réseau. Alors imaginons le corps étranger, il est comme ça, acéré d'un seul côté. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Lorsque la contraction du réseau va se faire, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette paroi va pousser énergiquement le corps étranger, parce qu'il n'est pas acéré. Et donc, elle va aider dans la pénétration du corps étranger dans la paroi du rumen. Et dans ce cas, même si le réseau retourne vers sa position normale, le corps étranger va rester au niveau de cette paroi. C'est pour cette raison qu'on dit que pour avoir une réticulopéritonite traumatique, il faut que le corps étranger soit acéré d'un seul côté, pointu d'un seul côté, et non pas dans les deux côtés. Fahmna? Fahmna. Très bien. Donc, pointu à une extrémité, pour en perforer la paroi, il doit être long, au moins 5 cm. Hein? Tête 5 cm, il ne peut pas, s'il n'est pas aussi long 5 cm, avec les contractions du réseau, c'est un corps étranger qui peut remigrer vers la lumière du réseau. Donc, il faut au moins 5 cm pour passer à travers la paroi. D'accord? Alors, quels sont les corps étrangers qui ne provoquent pas de vrai RPT? Ce sont les corps étrangers mousse, non acérés, monsieur Mabine, monsieur pointu, qui causent des réticulites simples, légère infection. Donc, ils vont donc entraîner une irritation locale du réseau. Hein. Par exemple, notez comme un exemple les corps étrangers mousse qui m'a par exemple le bolonnette, les bolons, mais chez les vis, hein, les bolonnettes, ou là les pièces métalliques, les pièces rondes, donc ils ne sont pas acérés, mais qui peuvent entraîner des réticulites. D'accord? Ou bien les corps étrangers acérés aux deux extrémités, comme on a expliqué tout à l'heure, qui créent des RPT frustres par migration rapide. Et on avait bien détaillé ce phénomène. D'accord? Maintenant, pour les causes prédisposantes, donc qu'est-ce qui prédispose? C'est les causes déterminantes. C'est les causes déterminantes. Ça veut dire c'est le corps étranger. Maintenant, quelles sont les causes prédisposantes? Donc, RPT affecte plus les bovins que les petits ruminants de par leur comportement alimentaire particulier. Hein, l'appréhension non sélective, la mastication initialement très réduite, hein,
Le corps étranger dense tombe par leur poids dans le réseau en forme de cul-de-sac et en position déclive. Le réseau, parce que le réseau c'est en cul-de-sac, hein, parce qu'il y a une partie crâniale, c'est comme un siphon, donc elle garde tout ce qui est lourd, tout ce qui est d'un poids donc assez consistant, et la position déclive, hein, parce que le réseau se trouve en position déclive, hein, ce qui fait que par gravité, tout ce qui est lourd va tomber au niveau du réseau, hein, au niveau du réseau. Hadi awal haja. Tani haja, il faut savoir aussi que le réseau a également une structure alvéolée, une structure en nid d'abeille, hein. Quand l'histologie تاعنا واش نصيبو la paroi du réseau, elle est sous forme de nid d'abeille. Donc le nid d'abeille, elles sont plus prédisposées à piéger les corps étrangers, hein, parce qu'elles ont des structures, et donc elles ont des parois surmontées, et le corps étranger, il peut s'agripper au niveau de cette structure de nid d'abeille. D'accord? Nous avons aussi les fortes contractions du réseau lors de la digestion. Hein? Nous avons vu que le réseau a une double contraction biphasique, a une forte, surtout la deuxième. Donc la première contraction, elle permet le lessivage du pont de fourrage. La deuxième contraction, qui est la plus importante, où on va retrouver que les deux parois vont s'accoler et disparition de la lumière. Et c'est à ce moment que le corps étranger peut pénétrer à l'intérieur de la paroi du rumen. Vers le bas et à gauche, une péricardite est une complication fréquente de la RPT. S'il y a une migration vers le bas et à gauche, donc la péricardite est une complication très fréquente. On l'avait évoqué lorsqu'on a parlé de l'RPT. Donc la suite viendra, Inch'Allah. On va essayer de voir dans le prochain vidéo, Inch'Allah, les signes cliniques, hein, les signes cliniques, le diagnostic et ainsi de suite. Je vous remercie.